Le 1er janvier, la Croatie a adopté l'euro et est devenue le 20e membre de la zone euro et le 27e membre de l'espace Schengen, une zone de libre circulation sans contrôle aux frontières. Pour en parler, je reçois ici à Davos le Premier ministre de la Croatie, Andrej Plenković. Monsieur le Premier ministre, bienvenue et merci d'être avec nous. Commençons par cette étape importante dans l'histoire de votre pays, l'adhésion à la zone euro et à l'espace Schengen. Tout d'abord, comment se passe la transition pour le gouvernement et surtout pour les citoyens? En effet, le 1er janvier 2023 a été un moment historique pour la Croatie. Nous sommes le seul pays à ce jour à avoir rejoint le même jour à la fois la zone euro et l'espace Schengen. Et bien sûr, la transition d'un point de vue technique, tout ce qui était sous le contrôle de l'État, s'est très bien passé. Il n'y a eu aucun problème. Les distributeurs automatiques de billets fonctionnaient, il y avait suffisamment de pièces en euros, de billets en euros. L'ensemble du système de transfert des paiements fonctionnait parfaitement. Nous avons eu les 2 premières semaines de double utilisation des kuna croates et des euros sans aucune difficulté. Depuis dimanche, nous n'utilisons plus que des euros et nous pouvons donc dire que tout s'est très bien passé. Le seul incident que nous ayons à déplorer est que certains opérateurs économiques ont augmenté leurs tarifs en arrondissant leur prix de l'ancienne monnaie vers l'euro, ce qui n'était pas équitable. Et nous avons maintenant les différentes inspections qui s'occupent de ces questions et qui essaient, en tant que gouvernement, de les convaincre de remettre les prix à ce qu'ils étaient à la fin du mois de décembre 2022. D'ailleurs, c'est la plus grande inquiétude des citoyens lorsqu'ils entrent dans la zone euro, que les prix augmentent, surtout maintenant que nous avons une crise du pouvoir d'achat. Prenez-vous donc déjà des mesures spéciales contre ce problème ? Bien sûr, comme tout le monde sur le continent européen, nous avons été confrontés en Croatie aux ramifications de l'agression de la Russie contre l'Ukraine, à ses conséquences sur la crise énergétique, sur la crise alimentaire et sur les pressions inflationnistes. Le fait que le processus d'adhésion de la Croatie à la zone euro, qui a duré 6 ans, ait coïncidé avec la modification du contexte mondial, a également eu une influence sur la hausse des prix en Croatie et sur l'inflation. Je voudrais juste dire qu'en 2022, selon notre office statistique, l'inflation en Croatie était de 10,8%, ce qui est juste 1% de plus que la moyenne de la zone euro. Mais c'est plus bas que dans tous les pays de l'UE qui sont d'Europe centrale et orientale et qui n'ont pas l'euro. Nous pensons donc que cette petite situation va se calmer, que les choses vont revenir à la normale. Nous avons des mesures et bien sûr, en tant que gouvernement, nous sommes beaucoup intervenus. J'avais un paquet de 3,6 milliards d'euros pour nos citoyens et nos opérateurs économiques au cours de l'année 2022 pour préserver la cohésion sociale et éviter les fractures sociales. Donc je dirais que lorsque l'État a fait tout ce qu'il pouvait, il est juste que tous les acteurs de notre système, y compris certains des opérateurs économiques, j'insiste sur certains, pas tous, se comportent de manière adéquate. Et maintenant, passons à la raison de toutes ces crises. L'Union européenne, les États-Unis, la communauté internationale en général ont imposé des sanctions contre la Russie pour limiter sa capacité à financer cette guerre. Mais le président Volodymyr Zelensky dit que ce n'est pas suffisant. Pensez-vous que l'Europe en fait assez ? La situation de l'agression de la Russie contre l'Ukraine, qui dure maintenant depuis près de 11 mois, est une situation sans précédent sur le continent européen. Nous avons été victimes d'agressions au début des années 90, mais l'ampleur de cette campagne militaire contre l'Ukraine est bien plus grande, tout comme les conséquences pour les personnes qui ont été tuées, celles qui ont dû se réfugier, les énormes dégâts matériels et bien sûr les conséquences pour l'ensemble de l'Europe. Mon sentiment, en étant un des dirigeants du Conseil européen, est que nous n'avons jamais vu jusqu'à présent une telle unité de l'Union européenne, une telle détermination, une telle condamnation claire et articulée contre la Russie et une telle étendue de solidarité avec l'Ukraine, non seulement politiquement, diplomatiquement, économiquement, financièrement, de manière humanitaire, mais aussi en termes militaires. Alors comment voyez-vous la fin de cette guerre ? Comme tout conflit, il se terminera à la table diplomatique. Mais l'essentiel est que nous soutenions l'Ukraine dans la reconquête de ses territoires, dans la préservation de sa souveraineté, dans la préservation de l'ordre constitutionnel.
Et c'est là que le combat héroïque du peuple ukrainien, de ses militaires et de ses dirigeants qui ont décidé de rester et d'être avec leur peuple sera finalement l'élément de la victoire. Puisque vous avez mentionné la guerre dans votre pays il y a 30 ans, y a-t-il des leçons qui pourraient être utiles et qui pourraient s'appliquer à la situation en Ukraine actuellement? J'ai milité au cours des 8 dernières années, depuis la crise de 2014, depuis l'occupation de la Crimée, les référendums illégaux, l'annexion et tout ce qui s'est passé dans les régions de Donetsk et de Luhansk. À l'époque, j'étais membre du Parlement européen et chef de la délégation pour l'Ukraine. Et l'expérience de la Croatie que nous avons eue, et nous venons de fêter le 25e anniversaire de la réintégration pacifique, j'insiste, je ne peux pas insister plus que cela, pour les médias russes en particulier, de la réintégration pacifique des anciens territoires occupés de la Slavonie orientale, par la médiation diplomatique, par l'implication des Nations Unies, par des mécanismes spéciaux qui ont permis à tous ceux qui vivaient là de rester et à tous ceux qui voulaient que la Croatie retrouve son intégrité territoriale et son ordre constitutionnel ont réussi. C'était une opération fantastique il y a 25 ans et je pense que c'est le modèle qui aurait pu et dû être appliqué également pour les régions de Donetsk et de Luhansk. Pour finir, nous allons évoquer les Balkans, une région qui a connu de très fortes tensions ces derniers temps. Nous voyons des tensions en Bosnie, où il y a une grande communauté croate, et il y a aussi des tensions entre la Serbie et le Kosovo. Pensez-vous que nous pourrions assister à une déstabilisation de la région? Non, il n'y a jamais eu autant d'engagement au plus haut niveau de l'Union européenne avec la région des Balkans occidentaux qu'au cours de l'année 2022. Je pense que tous mes collègues ont compris que nous devions nous engager davantage, parler aux dirigeants et influencer le processus. C'est ce qui se passe. Ensuite, la Serbie et le Monténégro négocient. Enfin, la Macédoine du Nord et l'Albanie ont entamé des négociations d'adhésion. La Bosnie-Herzégovine a obtenu le statut de candidat et le Kosovo a demandé son adhésion. Ce dont les pays de la région ont besoin maintenant, c'est d'apaiser les tensions entre eux, d'aborder les questions de la fonctionnalité de l'État et de la démocratie dans nombre d'entre eux, et en outre, d'apaiser les tensions qui étaient auparavant à l'origine de conflits et de situations militaires. Je pense donc qu'avec une telle implication et un tel engagement des partenaires européens dans les institutions de l'UE, nous ne connaîtrons pas d'incidents qui pourraient conduire à la déstabilisation. Mais nous devons être prudents, rester engagés, et tous les dirigeants doivent assumer leurs propres responsabilités. Parce que plus les pays sont stables, plus ils fonctionnent, plus leur chemin vers l'Union européenne sera rapide. Monsieur le Premier ministre, merci beaucoup pour cette discussion. Thank you. It was a pleasure.